Bonjour à tous, nous avons aujourd'hui la joie d'accueillir Dominique Souder qui est venu passer la journée avec nous. Bonjour Monsieur Souder. Bonjour Iris, je suis très content d'être à Avoine, c'est la première fois que j'y viens. Avant d'évoquer votre parcours ou votre rapport avec les mathématiques, pouvez-vous vous présenter? Eh bien, je suis un prof de maths retraité, j'ai été pendant 40 ans prof de maths, 20 ans en collège, 20 ans au lycée, et ça fait 12 ans que je suis retraité, mais comme j'aime toujours beaucoup les mathématiques et j'aime jouer avec, eh bien, je continue à faire des animations, à passer dans des collèges, des lycées, des écoles, là où on veut bien m'inviter pour jouer à la magie mathématique. Vous avez été professeur de mathématiques, quel a été votre parcours? Alors, j'ai eu la chance, en montant, de pouvoir passer un concours qui s'appelait les IPES, Institut de formation des professeurs d'enseignement secondaire. Voilà. Et ce qui était intéressant, c'était que à partir de bac plus 1, on passait un concours, et si on était reçu, on avait la suite de ces études de payer pour pouvoir devenir professeur. Alors il y avait une contrepartie, c'était que une fois obtenu le diplôme, le fameux CAPES, on était tenu d'enseigner pendant 10 ans. Voilà, sans ça, il fallait rembourser une partie des études. Alors, c'était extrêmement bien parce que, pour moi, dont la famille n'était pas très riche, ça m'a permis de faire ces études, de les mener à bien dans de bonnes conditions. Et comme j'avais l'esprit missionnaire de l'enseignement des mathématiques, comme j'aimais ça et comme j'avais vraiment le souhait de le faire, ça a été parfait pour moi démarrer et devenir prof de maths. Vous souvenez-vous de ce qui a déclenché votre intérêt pour les mathématiques? Alors, d'abord, j'ai eu une bonne relation avec les chiffres, avec les nombres. On faisait beaucoup de calculs, beaucoup d'opérations du temps où j'étais à l'école primaire. J'avais un instituteur qui privilégiait absolument l'étude de la langue française, la grammaire, où on décortiquait bien, on structurait bien les raisonnements. Et il nous faisait faire énormément d'opérations. Je réussissais assez bien, c'était valorisant. Voilà, c'était un bon premier contact à l'école primaire avec les nombres. Et au collège et au lycée, ça a continué à vous plaire? Alors oui, et puis il y a eu une circonstance particulière, c'était que mon oncle était professeur de mathématiques et le collège était dans un village un petit peu éloigné de celui où j'habitais, et donc il m'emmenait en voiture au collège. Et donc j'étais plein d'admiration pour mon tonton prof de maths. Et voilà. Alors j'ai beaucoup apprécié à l'époque la géométrie, les raisonnements. Voilà. J'avais plein de raisons d'admirer les mathématiques par l'intermédiaire d'une personne proche de ma famille, et puis parce que ça m'apportait dans l'impression de comprendre un petit peu mieux les choses, mieux le monde. Voilà. Ça m'a paru être une matière intéressante, valorisante. Comment vous est venue cette passion pour la magie mathématique? Alors, il faut imaginer un temps très très lointain que toi tu ne connais pas. Bon, il n'y avait pas de smartphone, il n'y avait pas d'ordinateur, il n'y avait pas de calculatrice, il n'y avait même pas de télévision chez moi quand j'étais jeune. Bon, et puis je m'embêtais un peu parce que j'étais très très seul. J'avais un grand frère, 12 ans de plus que moi, je ne le croisais presque jamais à la maison. Et puis, j'avais aucun grand-père, etc. Donc, je m'ennuyais un peu, je manquais de repères. J'aurais aimé qu'on me parle, qu'on m'écoute. C'était un petit peu triste ma vie, voilà. Et donc, tout ce qui pouvait m'arriver, qui me faisait un petit peu rêver, par exemple, consulter une bande dessinée. Bon, voilà. Tout ce qui pouvait me faire rêver, c'était vraiment un rayon de soleil. Voilà. Et alors, j'ai eu des copains. Bon, j'étais assez en avance, mais à l'époque, par exemple, au cours moyen, il y avait encore des élèves qui étaient à l'école jusqu'à ce qu'ils passent le certificat d'études primaires, et ils avaient jusqu'à 14 ans. Et il y avait donc un garçon beaucoup plus vieux que moi qui faisait de la magie dans la classe. Alors lui, il était prestidigitateur, il était très très habile de ses mains, et donc j'admirais ce qu'il pouvait faire. Ça sortait vraiment de l'ordinaire. J'avais besoin de rêver, et lui, il me faisait rêver. Voilà. Donc ça, le côté magie m'a intéressé pour cela. Et puis alors, le côté mathématique, c'est tout simplement parce que moi, je ne me sentais pas très très habile avec mes doigts. Voilà. Et on m'a appris, une fois
Un artiste qui est venu pour la fête des écoles dans l'école où j'étais, un magicien m'a dit que la magie, il n'y avait pas seulement des tours d'habileté avec les mains, il y a des tours qui peuvent réussir automatiquement. Ce sont les tours où il y a des maths et de la logique derrière. Et il m'a dit ça, tu devrais essayer de le faire, de le refaire. Tu pourras, même si tu te sens pas sûr de toi, même si tu es un petit peu gauche. Voilà. Donc, la magie, les mathématiques rassurantes, les mathématiques qui permettent que ça marche à tous les coups, hein, voilà. Ça m'a donné confiance en moi de réussir des tours comme ça, qui étaient en fait immanquables si on respecte bien la procédure rigoureusement. Voilà. Voilà. Donc la magie mathématique comme quelque chose qui te permet d'être mieux dans ta peau, d'épater un peu les copains, ça m'a fait un bien fou. Voilà. La magie mathématique existe-t-elle depuis longtemps? Alors, je pense que oui, des milliers d'années. Bon, on n'a pas de choses très très précises là-dessus, mais on a quand même retrouvé des papyrus égyptiens avec des procédures qui conduisent, avec des choix qui semblent apparents à un spectateur, hein, qui le conduisent à obtenir toujours le même nombre. Ça s'appelle un forçage de nombres, voilà. Et donc, ce sont des ancêtres de tours de magie où en fait le magicien manipule le spectateur jusqu'à obtenir quelque chose d'invariable, un nombre invariant. Donc, ça existe depuis tous les temps, quoi. Voilà. Même si ça n'a pas été formalisé comme ça. Voilà, l'homme aime jouer, aime surprendre son prochain, aime parfois briller à ses dépens, montrer qu'il réussit à le manipuler. Bon, voilà, c'est sympathique finalement. On joue. Donc, quand on est magicien, on est aussi un peu manipulateur? Alors, il y a les manipulateurs avec leurs mains qui te détroussent de ton portefeuille sans que tu vois rien du tout. Et puis, il y a des manipulateurs au sens où ils te forcent à faire des choix, des calculs qui paraissent complètement libres, mais qui en fait sont très très verrouillés et qui amènent le spectateur à trouver les nombres que le magicien souhaite. Et par exemple, bon, il faut prendre ça avec légèreté et pas prendre ça au pied de la lettre. Hein. Et ben, si tu veux, tous les deux, on pourrait devenir des magiciens complices et manipuler un spectateur. Je vais t'expliquer comment on pourrait faire. Alors, il faut qu'on se mette bien d'accord entre nous. Hein, voilà. Tu vois, par exemple, ma main gauche. Voilà. Quand mes doigts sont levés, ça rapporte des points. Quand mes doigts sont baissés, ça ne rapporte rien. On imagine que mon pouce là levé rapporte 1, que mon index levé rapporte 2, que mon majeur levé rapporte 4, que mon annulaire levé rapporte 8 et que mon auriculaire rapporte 16. D'accord? S'il y a plusieurs doigts levés, on ajoute tous les nombres. Alors, je te le dis, si je levais tous mes doigts, ça ferait 1 plus 2 plus 4 plus 8 plus 16. Il se trouve que ça fait 31. D'accord? 31, moi, ça me fait penser tout de suite au numéro du jour d'un mois. Voilà. Donc, imagine que je prends un air très très pensif, réfléchi, je suis en train de penser, je vais t'envoyer un nombre entre 1 et 31. Si je te dis que je pense comme ça, tu vois tous mes doigts bien levés, je suis en train de penser au nombre 31. Et alors maintenant, imagine que je baisse ces trois doigts-là et que je suis en train de penser comme ça. À ton avis, je pense à quel nombre? 17. Voilà, tu as trouvé. Nous sommes déjà des magiciens complices, tu vois. Bon, alors maintenant, j'ai aussi une autre main. Sur cette main-là, par exemple, après avoir prévu de l'autre main le numéro d'un jour entre 1 et 31, on pourrait imaginer le numéro d'un mois. Alors, par exemple, toujours en comptant dans le même ordre, hein, 1 quand c'est levé, 2, 4, 8. Alors, j'ai même pas besoin du dernier doigt là. Hein. Je peux aller au moins jusqu'à 12 comme ça. Par exemple, le 8 et le 4 étant levés, les deux autres étant baissés. Si tu vois ça, on peut dire que tu ajoutes 4 et 8, ça fait 12, et ça symbolisera le mois de décembre. Tu comprends? Voilà. Donc, si je me dis, je me mets en position de penseur de Rodin, je suis en train de te communiquer une date précise de l'année. Si je me mets comme ça, à quelle date est-ce que je suis en train de penser, oh, ma magicienne associée favorite, à ton avis? 17 décembre. Voilà. Eh ben, on vient de faire de la transmission de pensée. Et donc, comment on peut faire le tour de magie après? On invite un spectateur
un de nous deux parle avec le spectateur pendant que l'autre magicien est dans la pièce d'à côté. Le spectateur est prié de donner une certaine date. Par exemple, le spectateur dit 17 décembre. Le premier magicien traduit, il faut que je mette mes doigts comme ça. Il se met comme ça. Il dit, magicien numéro 2, magicienne numéro 2, voulez-vous bien rentrer dans la pièce? Je suis en train de vous transmettre une date. Est-ce que vous pouvez retrouver la date que le spectateur vient de me communiquer? Tu regardes bien mes doigts et tu annonces que c'est le 17 décembre. Et ben voilà, et nous venons de réaliser un tour de magie mathématique de transmission de pensée. C'est la gloire, hein, c'est un tour du genre Mir et Miroska. C'était un couple d'artistes qui, du temps de la télévision il y a 50 ans, étaient souvent invités par Jean Nohain, qui était une vedette de la télévision à l'époque, ça fait très longtemps. C'était un homme et une femme, et ils faisaient de la transmission de pensée, et ça avait beaucoup de succès à l'époque. Avez-vous créé beaucoup de tours? Alors oui, énormément, et plus je vieillis, plus j'ai des idées. Mais au début, on n'est pas aussi créatif. En tout cas, moi, je ne l'étais pas. Et j'ai eu la chance de lire des livres de magie mathématique qui m'ont permis de commencer. Alors, à mon époque, c'était Martin Gardner, un vulgarisateur américain. Et mon premier livre, c'était Mathématiques, magie et mystère. Voilà. Et en travaillant les tours automatiques, c'était un livre uniquement de tours automatiques. En travaillant certains des tours dans ce bouquin, je piochais à gauche et à droite des tours qui me paraissaient les plus simples, les plus facilement réalisables à moi. J'ai fini par prendre confiance en moi. Vous avez publié des livres de magie, je crois, comme ceux-là que j'ai aimé. Alors oui, en effet, bon, j'en ai publié une vingtaine. Hein. Alors il y en a beaucoup qui sont édités format papier, et puis il y en a d'autres qui sont aussi uniquement au format numérique. Et donc, en vieillissant, eh ben, j'ai de plus en plus d'idées et je continue à faire des recueils de tours de magie mathématique. Alors, mon but principal, c'était de créer des livres reliant bien des tours de magie et les programmes de mathématiques officiels. Mon boulot, c'était celui d'un prof de maths. Je voulais motiver les élèves à s'investir davantage en maths grâce à l'attrait des tours de magie, la curiosité naturelle des élèves, en les émerveillant, je pense que ils auraient à ce moment-là envie de piocher un peu plus dans les maths, de les bosser davantage pour réussir eux aussi des choses merveilleuses. Voilà. Et donc j'ai fait différents livres avec des niveaux de difficulté variés. Puis je me suis concentré sur un niveau. Par exemple, j'ai un bouquin uniquement pour les cours moyens. J'ai un bouquin au niveau collège uniquement. J'ai un bouquin uniquement au niveau lycée. J'ai essayé de satisfaire toutes les étapes de notre enseignement. En fait, je peux faire des tours de magie de la maternelle jusqu'à maths sup. Voilà. Hein. Alors même en maternelle, on peut faire des tours de magie. Alors évidemment, on fait pas des grandes opérations compliquées, ils sont trop petits, mais on peut faire des découpages mathématiques astucieux, des phénomènes de topologie, des jeux avec des ficelles, avec des vêtements. Hein. Voilà, on peut faire aussi pour des gens de bas âge, hein, et on leur donne des images mentales intéressantes qui leur serviront après quand ils seront plus vieux et qui feront des mathématiques à un autre niveau. Voilà, donc j'ai plein de bouquins de magie mathématique, uniquement ça, et souvent je termine mes livres avec un tableau à double entrée qui indique que si on cherche tel ou tel thème de maths, eh bien on peut trouver ce thème dans tel ou tel tour, à telle ou telle page, etc. C'est fait pour servir pour les profs de maths qui auraient un but précis, en plus de servir pour tous les gens qui veulent bien lire les livres, travailler les tours individuellement pour se faire plaisir, épater les copains, la famille, tous âges confondus. Parce que la magie maths, on peut en faire à n'importe quel âge, et on peut en faire entre un grand-père et un petit-fils, c'est sympathique, hein. Même si moi je l'ai fait toujours avec une arrière-pensée d'être utile à mes élèves et à ce que ça entre bien dans ma profession. À votre avis, que peut apporter la magie à un cours de maths? Alors, énormément de choses. D'abord, on peut faire des tours de magie en introduction de telle ou telle notion du programme. Ça peut donner des bonnes images mentales de ce qui se passe après, d'un point de vue plus rigoureux et plus proche des programmes. Ensuite, on peut faire des tours de magie comme
exercice d'application de telle ou telle propriété qu'on a vue, et c'est une façon un petit peu de dérider des choses répétitives, des calculs répétitifs. Voilà. On peut faire des tours de magie sans retour immédiat des programmes, au sens où ces tours de magie vous donnent des bonnes images mentales de notions abstraites, comme par exemple l'air et le périmètre. Il y a des tas de tours de magie. Par exemple, ce matin, j'ai fait un tour avec des élèves, où on faisait la légende de la fondation de la ville de Carthage. C'était lié à un découpage magique. Et bien là, on donne des bonnes images mentales de notions très très compliquées finalement, qui sont l'air et le périmètre et qui ne sont pas identiques et que les enfants confondent parfois. Donc, on peut utiliser la magie pour des tas de raisons. Ensuite, d'un point de vue de prof, l'intérêt pédagogique de la magie mathématique, c'est que ça permet parfois de décompresser. Il y a un petit peu de fatigue dans la classe, et on peut aussi se détendre un peu en faisant un tour de magie. Ça peut être sympa. Et puis, quand l'occasion s'y prête, on peut aussi utiliser des activités mathématiques en classe qui débouchent sur la constitution d'un matériel permettant de faire des tours de magie. Le matériel est souvent feuilles de papier ou sur lesquelles on a écrit des trucs. Voilà. Les élèves repartent avec un matériel qui tient dans la poche, des bouts de papier, et puis ils peuvent faire des tours de magie qui épatent les copains dans le car qui les ramène à la maison, des choses comme ça. C'est très valorisant ensuite pour les élèves, donc de pouvoir épater le grand-père à la maison en rentrant. Ça donne une bonne image des mathématiques, ça tranche avec sans arrêt les reproches du genre ça prend la tête ou bien oh là là on va encore nous sélectionner, nous classer. On peut jouer avec la magie mathématique à n'importe quel âge et on peut passer un bon moment, ça peut être sympathique. Et j'aime beaucoup cette idée-là, je veux absolument présenter les maths sous un jour favorable. Voilà. Qu'est-ce qui vous a amené à Avoine ? Eh bien, j'ai été invité tout simplement par monsieur Gilles Grouillot, qui est un collègue de maths, qui m'a contacté. Et donc, je le connaissais parce qu'il avait réalisé avec des élèves des vidéos de magie mathématique que j'avais trouvé extrêmement sympathique, parce que je savais qu'il était allé faire des petites représentations avec ses élèves dans des fêtes scientifiques, par exemple à Castanet-Tolosan. Bon, voilà. Tout ça va dans le sens de ce que j'ai essayé de faire pendant toute ma carrière, et qu'un jeune prof fasse avec ses élèves ce genre d'activité qui va dans le même sens que ce que je faisais moi, ça m'a particulièrement ravi et je suis très content de venir dans son collège, voir ce qu'il fait et puis apporter ma petite pierre pour que les élèves s'investissent en magie maths et ensuite en maths. Voilà. Quel conseil donneriez-vous aux jeunes pour qu'ils s'intéressent plus aux mathématiques ? Alors, je pense qu'il faut être curieux. Voilà. Et il faut profiter de toutes les bonnes occasions de rêver. Alors, si vous avez la chance d'avoir une semaine des mathématiques quelque part, d'avoir un salon des jeux mathématiques quelque part, il faut y aller. En général, l'entrée est gratuite. Et on voit des gens passionnés qui mêlent les mathématiques à l'origami, qui mêlent les mathématiques à l'astronomie, qui mêlent les mathématiques avec les bulles de savon, avec les tas de sable, avec les casse-têtes en bois. Voilà. Tous les gens qui ont une passion, c'est intéressant. Voilà. Et alors, pour ce qui nous concerne, si les mathématiques sont une des composantes de cette passion-là, c'est quelque chose de formidable. Dans ce genre de salon, on trouve toujours quelque chose qui vous plaît. Voilà. Et ça donne envie, après, de réfléchir, de piocher là-dedans. Et on s'aperçoit que les mathématiques sont vraiment merveilleuses parce qu'elles permettent de comprendre mieux le monde, de réaliser des choses qui paraissent incroyables. Il faut se laisser surprendre et il faut être curieux. Voilà. Alors bien sûr, on peut vivre sans trop regarder autour de soi, mais c'est triste. Voilà. Alors profitez des possibilités de salons, de gens qui rayonnent d'une certaine envie de vous communiquer quelque chose. C'est toujours intéressant. Peut-être ça vous plaira pas tout le temps, mais les gens qui ont une passion
ils sont dignes d'intérêt. Ça vaut le coup de les écouter, de perdre un petit peu de temps, parce que quelquefois, ça peut vous changer complètement la vie, et puis vous rendre votre vie plus belle. Voilà. Oui. Merci d'avoir répondu à nos questions. Merci à vous.